Dehors, un jeu d'ombre et de lumière invite à sortir. Pendant que l'on passe d'un espace clos à un autre, que l'on peine à rompre avec le tempo du monde contemporain, la nature demeure. Disponible, fragilisée, mais fidèle à son rythme millénaire. Alors, qu'est-ce qui pousse certains à y passer un temps long, parfois loin du tumulte ordinaire ? Qu'éprouvent-ils lorsqu'ils rejoignent la nature et lorsqu'ils en reviennent ? Et surtout, comment trouvent-ils leur équilibre entre vie nomade et sédentaire ? Dans ces échanges, ils racontent comment leur présence auprès du vivant a transformé leur manière d'habiter le monde. Bienvenue dans Les Éclaircies, le média qui pense le monde par la nature. C'est vraiment difficile à décrire, c'est comme un instinct de survie en fait. Tout mon corps avait envie d'y aller. Mais c'était comme si j'y allais pas, j'allais m'effondrer, j'allais tomber encore plus bas et trop bas. Et la marche, c'était quelque chose que j'avais déjà fait en montagne. C'est quelque chose que je savais que j'adorais, être dehors, dans la nature. Donc en fait, il y avait plus rien qui me faisait peur, mis à part potentiellement une agression d'un homme sur le chemin. Mais encore une fois, là, j'ai même pas tellement pensé en fait. J'ai pas eu peur de ça. Au fil des 8000 km que l'INSEE a parcouru, à travers la France, l'Espagne ou encore la Turquie, la marche au long cours est devenue pour elle un cycle vital, un ancrage solide qu'elle continue de renforcer. C'est en 2018 qu'elle randonne pour la première fois en montagne. Cette rencontre qu'elle a longtemps rêvé la bouleverse. L'alchimie avec cet espace est immédiate. Si bien que 4 ans plus tard, alors qu'elle traverse un moment douloureux, la marche s'impose à elle comme une voie urgente de guérison. Elle ressent ce qu'elle nomme l'appel de Compostelle, un appel vital vers le mouvement. Au cours du chemin, l'INSEE se déleste peu à peu du mal-être qu'elle ressent pour découvrir d'autres parts d'elle-même. Nous nous sommes retrouvés cet hiver, profitant d'un instant où son mouvement s'arrête. J'ai développé cet amour pour la marche, en fait, sans avoir conscience de ce qu'elle m'apportait vraiment, mais juste de me rendre compte que je me sentais bien en montagne, que je me sentais libre, vivante, que ça me redonnait de la joie. Je voyais la différence quand je montais faire ma randonnée. Je croisais les gens et je leur disais bonjour. Et à chaque fois, quand je redescendais, j'avais le smile comme ça et je disais bonjour aux gens. et les gens me répondaient avec un grand sourire, comme si mon énergie était communicatrice. Et que toute cette joie que je venais de capter avec ce que je venais de faire et de venir de monter la montagne, elle impactait aux personnes que je croisais et ça, j'adorais ça. C'était une époque où je faisais encore beaucoup la fête et à chaque fois que je faisais la fête et que je buvais de l'alcool, je voyais la montagne au loin et j'avais une attraction pour aller dans cette montagne et marcher vers la montagne. Et un jour, alors que je sortais de bringue avec des copains, j'ai partagé mon idée et il y a 2 de mes amis qui m'ont dit « Ok, bah viens, on y va ». Et voilà, du coup, on est parti marcher dans la montagne un petit matin de lendemain de bringue. C'était plutôt une grosse rando parce qu'il y avait 1000 mètres de dénivelé, donc pour une première marche, c'est quand même assez intense, surtout quand t'as pas dormi et pas mangé. Et voilà, on est parti marcher dans la montagne et c'était dur, mais c'était magnifique et on a vu le lever du soleil et voilà. Ensuite, je suis rentrée chez moi et les jours d'après, je suis retournée marcher, sobre cette fois-ci. Et je me sentais tellement bien, j'avais l'impression d'être à la maison, d'être connectée à cette immensité, à toutes ces montagnes autour. C'était en Haute-Savoie, donc il y a beaucoup de montagnes. L'INSEE a grandi au pied de ces montagnes, qu'elle perçoit longtemps comme un horizon lointain. Mais lorsqu'elle découvre la marche, tout change. La transcendance qu'elle éprouve alors en montagne est si puissante que plus rien ne freine son élan vers elle. Car là-haut, l'INSEE sent qu'elle s'éveille à quelque chose de nouveau. Je les voyais tous les jours. La maison dans laquelle j'ai grandi, il y a une vue sur les montagnes. Vraiment, c'est magnifique. Et limite, je m'en rendais plus compte. Pour moi, c'était normal. Je me suis jamais rendu compte avant de voyager que
que j'avais de la chance d'avoir cette vue sur ces montagnes. Et ouais, j'ai pas une famille de randonneurs, du coup, j'ai pas été initiée, mais la montagne a fini par m'appeler. Mais aussi avant de partir, même avec ces 2 amis ou après toute seule, j'ai eu beaucoup de peur au début. Je me suis dit: «Est-ce que j'en suis capable?» Enfin, je suis jamais marché en montagne, ça me paraissait, quelque chose de difficile ou de dangereux. Enfin, je pense que c'était un moyen de sortir d'un mode de vie automatique dans lequel j'étais à l'époque. Et ça résonne là. Et que je ne supportais plus, mais dont j'en avais pas encore conscience. Quelques années plus tard, c'est lorsque la vie de Lindsay bascule que ce lien si particulier à la montagne prend la dimension d'un besoin vital. En 2022, j'ai vécu un événement traumatique dans ma vie en janvier. Et en juin, je me suis réveillée un matin. J'étais en grande dépression. Et un matin, je me suis réveillée avec ce qu'on appelle l'appel de Compostelle. Ça veut dire que je savais qu'il fallait que j'aille marcher sur le chemin de Compostelle. Je savais pas pourquoi, mais je savais qu'il fallait que j'y aille. Je savais vraiment qu'il fallait que j'y aille, il n'y avait pas de doute. J'avais super peur et je connaissais rien. J'avais lu un livre un mois avant de Pauline Wald. Donc j'avais lu son livre de son chemin à elle, mais je savais rien d'autre. Et ce matin-là, de début juin, j'ai décidé que j'allais partir sur ce chemin. Et une semaine après, j'étais au Puy-en-Velay en train de commencer à marcher. Donc entre-temps, j'ai acheté un sac à dos, j'ai acheté des chaussures, parce que j'avais pas tout le nécessaire pour marcher des longues distances. J'avais marché 1 jour ou 2 jours maximum. Je savais pas si j'allais aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle qui se trouve en Espagne. Mais ouais, c'était viscéral. Je pense qu'il y avait une part de fuite, quitter l'environnement dans lequel j'étais. La seule manière que je connaissais à cette époque, c'était peut-être grâce au livre de Pauline, qui avait marché elle aussi, une femme seule, sur des milliers de kilomètres. Et la marche, c'était quelque chose que j'avais déjà fait en montagne. C'est quelque chose que je savais que j'adorais, être dehors, dans la nature. Alors que j'aurais pu faire un voyage en Asie, à l'autre bout du monde, mais c'était trop insécurisant pour moi, je pense, encore à l'époque. Oui, pour moi, le chemin de Compostelle, c'était un espace safe, sécure, même si je connaissais pas grand-chose au final. On n'avait pas une idée de il peut m'arriver quelque chose de dangereux. La plupart des gens, leur peur en faisant le chemin de Compostelle, c'est de marcher dans la nature et d'être tout seul au milieu d'une forêt, et du coup qu'il peut y avoir soit un humain dangereux ou un animal dangereux. J'ai pas cette peur-là, peut-être grâce à ma marche dans la montagne avant. Le rapport de Lindsay aux environnements naturels qu'elle arpente est celui d'une confiance presque absolue. Oui, carrément, comme une puissance qui vient m'accompagner et me remplir un petit peu aussi de cette puissance, et avec les éléments aussi. J'adore le vent, et quand tu arrives en haut d'une montagne et qu'il y a du vent qui arrive sur toi, et ça te vivifie, ça te nettoie. J'ai l'impression que ça te purifie. Et, les rapaces qui volent dans la montagne, ou les chamois, les bouquetins, enfin toute la vie que tu peux voir dans les montagnes, ça apporte aussi quelque chose de magnifique. Pour avancer et vivre ces sensations tous les jours, il faut accepter de ne pas avoir de chambre à soi. L'intériorité et le corps deviennent alors les seuls espaces de repli. Apprivoiser ses émotions, ses douleurs, n'est plus une option, car le chemin, avant tout, est un passage. Tu peux pas te laisser morfondre dans ta douleur et dans ta peine, parce qu'en fait, t'as pas de place pour faire ça. Tu pourrais rester dormir 3 jours dans le même gîte et pas sortir, mais c'est pas possible parce que c'est 1 nuit maximum pour dormir dans les gîtes, et il faut que tu sortes parce qu'ils font du ménage, etc. Donc en fait, t'as aucun endroit où tu peux dire bah là je vais rester 3 jours à pleurer sur moi-même au même endroit sans sortir de mon lit sous ma couette. Bah non, tu peux pas. Il y a des gîtes qui acceptent parfois que tu restes plusieurs jours si t'es blessé physiquement,
Mais quand même, la plupart, c'est tu restes une nuit et tu repars, quoi. Ça enlève tout ce petit confort, confortable, mais dans lequel on se sent pas bien, en fait. Et même si c'est pas confortable, même si c'est pas confortable, c'est connu. Et que donc, en allant me mettre dans cette sortie de zone de confort, dans cet inconnu, et ben, j'aurais plus le choix que de faire face à moi-même, en fait. D'aller voir à l'intérieur, me reconnecter à mon corps, trouver des façons de guérir. Et par la marche, quand on marche, on est toute la journée avec nous-mêmes. Et donc, c'est comme si on faisait des séances de thérapie tous les jours, 8 heures par jour. C'est intense. Et au fur et à mesure que je marchais, je me rendais compte que je faisais plus attention au bruit qui m'entoure. Mon odorat, les odeurs, je sentais plus. Par exemple, des fois, je passais dans une forêt et il y avait des murs. Je sentais l'odeur des murs ou l'odeur de la forêt humide quand il y a plu ou des choses comme ça. Voir les choses. Et je pense qu'être dehors et marcher, le corps, c'est comme s'il revenait un peu à la base. On est humain. On était dehors toute la journée et du coup, toute la journée aussi pour des raisons de survie. On avait nos sens qui étaient super en alerte. Suite aux événements que j'ai vécus et aux besoins qui sont apparus chez moi, et ben, c'est ressorti petit à petit. Et je pense que c'est chez tout le monde parce qu'on est tous humains et on était tous hommes préhistoriques il y a des milliers d'années. Peut-être que chez moi, ça a été plus intense que ça peut l'être chez certaines personnes et que à ce moment-là, j'étais plus réceptive à cette option-là et que d'autres personnes vont être plus réceptives à d'autres options. En 2022, avec mon compagnon de l'époque, on avait tout quitté fin 2021 pour devenir nomade. Et donc, on vivait dans un fourgon aménagé. Et je pensais que c'était ce qui allait me faire me retrouver. J'avais l'impression à cette époque que j'étais pas moi. Que je jouais un rôle, que j'avais une facette pour plaire, pour survivre, je ne savais pas encore. Mais que j'étais pas moi et je pensais que en devenant nomade et en partant avec un camion aménagé, j'allais devenir moi. Et après quelques mois, je me suis rendu compte que non, parce que en plus il y a eu cet événement en janvier 2022 qui a fait tout, qui a tout bouleversé. Mais en juin, j'allais toujours pas bien, alors que j'avais un mode de vie nomade comme j'en rêvais depuis des années. Et après, quand j'ai commencé à marcher, j'avais plus tous. C'est ça qui est génial, en particulier sur le chemin de Compostelle, mais je pense que c'est pareil aussi quand on voyage dans d'autres pays ou ailleurs. Mais on n'a plus ce masque à porter, on peut être qui on veut, on peut être qui on est, tout simplement. On n'a plus besoin de mettre cette facette de... moi, c'était je suis timide, je parle pas beaucoup, je prends pas trop de place, comme ça on me voit pas trop. Je suis arrivée sur le chemin et à chaque fois que je rencontrais une nouvelle personne, et ben, j'essayais d'enlever un petit peu un de mes masques et de lui montrer la vraie Lindsay. Et donc, ouais, je me suis émancipée de mon masque que je m'étais créé pendant toutes ces années d'avant. C'est aussi un masque que je me suis rendu compte qui était utile parce qu'il m'a permis de survivre à certaines périodes. Alors qu'elle parvient à s'ouvrir aux autres, Lindsay réalise que tout repose sur un équilibre fragile, suspendu au respect de son propre rythme. Parce que j'ai jamais appris à écouter mon corps, donc je marchais et je pensais que je pouvais marcher autant que je voulais, au rythme que je voulais, et que mon corps suivrait. Et quand j'ai commencé donc mon premier chemin, j'avais pris ma tente en plus, donc j'avais, je sais pas, je pense 12 kilos dans mon sac à dos. Et au bout de 4 jours, j'ai eu des très grosses douleurs aux 2 genoux. Et je suis allée voir un médecin et c'était des tendinites. Donc j'étais inflammée dans les 2 genoux et je continuais à marcher. Parce qu'en fait, je marchais trop vite tous les jours parce que je voulais rester avec des personnes. Donc tous les jours, j'avais mal. Et tous les jours, je marchais alors que j'avais les genoux en feu. Et je me disais, mais ça va passer, ça va passer. Je m'oubliais encore une fois pour rester avec ces personnes que j'avais rencontrées en n'écoutant pas mon corps. Alors que j'aurais pu dire à ces personnes tout simplement, si vous avez envie qu'on reste ensemble, est-ce que vous voulez bien faire un jour de pause ?
Mais non, pour moi, c'était même pas concevable dans mon esprit. C'est comme ça que j'ai appris, en fait. J'ai appris dans la douleur. Mais aujourd'hui, j'ai appris à écouter mon corps et dès que j'ai une douleur, je l'écoute, j'entends ce qu'elle veut me dire et je m'adapte. Je sais que j'ai besoin de mouvement pour justement faire circuler tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc savoir que tu peux pas rester à pleurer sur toi. Tu peux pleurer sur toi, mais va marcher en même temps, tu vois. Va marcher et va parler à d'autres gens de ce qui se passe à l'intérieur de toi parce que les autres, c'est aussi des oreilles qui écoutent et ils ont aussi leurs histoires qui vont résonner par rapport à la tienne et ils vont pouvoir peut-être te donner leur point de vue ou partager leurs expériences. Parce qu'à chaque fois qu'on rencontre une nouvelle personne, on rencontre une part de soi-même en face, en miroir. Et donc, ça peut être une manière de grandir et de guérir à chaque instant. Et des fois, c'est pas facile parce qu'on n'a pas envie de voir ce que l'autre nous renvoie. Mais en fait, ça nous renvoie à notre partie qui est comme ça aussi. J'ai rencontré un homme qui avait à peu près mon âge sur le chemin. Et on s'est bien entendu. On a commencé à marcher ensemble. Et au début, il était assez fermé. Je sentais pour se protéger, je le sentais. Et au fur et à mesure, il s'est ouvert. Et on a échangé. Il m'a partagé son parcours. C'est un homme qui a un passé très difficile. Il est tombé dans la drogue et dans l'alcool. Il a vécu dans la rue. Alors qu'il a mon âge, il doit avoir 32 ans. Et ça m'a beaucoup touchée. Et là, il faisait ce chemin pour comme un renouveau parce qu'il avait arrêté de boire, de prendre de l'alcool, de prendre des drogues. Et c'était comme lui aussi une manière de prendre un nouveau départ dans sa vie et de se dire « Ok, ça, je le laisse derrière moi et là, je peux partir ». Et à un moment, pour des raisons administratives, il devait arrêter son chemin parce qu'il était suivi dans un établissement et il devait rentrer parce qu'il avait une durée limitée de temps de sortie. Et à ce moment-là, j'ai eu un élan de lui parler et je lui ai dit « Écoute, essaye, envoie-leur un mail, explique-leur, vide ton cœur, dis-leur tout ce que tu as envie de faire, pourquoi tu as envie d'aller jusqu'au bout. Et au pire, ils te disent non, tu rentres, c'est ce que tu avais prévu. » Mais il a décidé d'envoyer ce mail et au final, l'établissement lui a dit oui. Ils lui ont accordé un délai supplémentaire pour aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il a pu marcher jusqu'à Saint-Jacques. Et à la fin, il m'a dit merci. Il m'a dit c'est grâce à toi si je suis arrivée jusqu'à Saint-Jacques en partie. Enfin, c'est lui qui a marché. Mais le fait qu'il s'en rende compte et qu'il me partage sa gratitude, ça m'a beaucoup touchée. Je me suis dit waouh, moi aussi je peux aider les gens juste des fois en leur parlant avec le cœur et ces pèlerinages m'ont aidé à m'autoriser à prendre la parole, à libérer ma voix. C'est peut-être venu aussi avec le fait de m'affirmer parce que du coup parfois je marchais avec quelqu'un par exemple et puis au bout d'un moment je sentais que j'ai plus envie de marcher avec cette personne, j'ai besoin d'être seule. Et là dans ce moment-là c'était soit je dis rien, je garde cette tension à l'intérieur de moi et on continue à marcher, soit j'ose m'exprimer, exprimer mon besoin et me respecter. Et donc j'ai appris petit à petit à faire ce premier pas et à dire aux personnes avec toute bienveillance et gentillesse, mais que là, je sens que j'ai besoin de marcher seule. Et en fait, les personnes, il n'y a jamais personne qui l'a mal pris. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, waouh, je peux exprimer mon besoin sans que la personne se mette en colère. En chemin, les rôles assumés dans le monde contemporain ne sont plus au premier plan. Chacun est libre d'être et de se raconter autrement. Je rencontrais des nouvelles personnes qui me posaient des questions sur ma vie, un peu comme on fait là. Et du coup, je devais apprendre aussi à te raconter. Ouais, c'est ça, à raconter mon histoire, exprimer ce que j'avais envie de raconter sur ma vie et petit à petit exprimer mes émotions, ce que je ressentais. Et ouais, ma voix s'est libérée comme ça. Avant, je parlais jamais, je me faisais tout petite dans les conversations. C'est jamais évident pour moi d'en parler parce que quand je repense à ça, c'était en Haute-Savoie, c'était un peu ma vie d'avant. Et quand je repense à ces moments, c'est des moments où, quand j'étais avec certaines personnes, je me sentais pas du tout à ma place en fait. Aujourd'hui, quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis, quitte à
C'est pas forcément quand j'ai envie de dire quelque chose par rapport à la conversation en soi, c'est plutôt quand j'ai envie de dire quelque chose par rapport à moi-même, à mes besoins, mes ressentis. Parce que des fois, c'est pas, y a pas d'importance pour moi de dire quelque chose par rapport à la conversation. Si je le loupe, c'est pas grave. Les actions, les pensées ou les silences participent tout autant de la communication collective que les interactions verbales. Oui, c'est vrai. J'ai eu cette prise de conscience là aussi. Où avant, je pensais que mon silence était quelque chose de mal. Si tu parles pas, t'es chiante, t'es ennuyeuse. Et en fait, ben non, le silence, c'est génial. Aujourd'hui, j'adore être avec des personnes en silence. Et sur le chemin, ouais, ça m'a aidée parce que quand on marche seul, et ben on est en silence. Et parfois, on marche aussi avec des gens et on est en silence. Et parfois, souvent même, ça m'est arrivé de marcher avec des personnes qui m'ont dit que elles se sentaient mal à l'aise dans ce silence. Donc moi, je leur partageais que c'est OK, on a le droit d'être en silence et que ça veut pas dire que on s'ennuie ou quoi. En leur partageant mon point de vue sur le silence, et à chaque fois, elles me partageaient que ça leur enlevait un poids sur les épaules. Tu vois, en leur disant c'est OK, on peut être en silence, ça les aidait. C'était un peu comme si elles se retrouvaient dans la position dans laquelle j'étais avant de commencer à marcher. J'aurais adoré, moi, il y a quelques années, qu'on me dise c'est OK, t'as le droit d'être en silence. Au fil des kilomètres, le monde de l'INSEE se recompose. Les sensations dominent, la pensée passe à l'arrière-plan et la parole occupe une place et une fonction différentes. La marche devient naturelle, comme un état constant, presque hypnotique, qui l'énergise plus qu'il ne la fatigue. Je pense pas que ce soit une dissociation parce que je me dissocie aussi et c'est différent de quand je me dissocie, mais comme tu disais, je pense que c'est plus une union en fait, tu vois, c'est complètement à l'inverse en fait. C'est plus, je reviens tellement dans mon corps, et une fois que je suis tellement dans ce corps, je peux m'ouvrir à plus grand, et là, dans ces moments-là, quand ça m'arrive, en fait, je suis dans mon corps, et c'est un peu comme si j'étais aussi dans ce paysage en même temps. C'est comme si on devenait un, c'est dingue, et là, je marche, et j'ai plus des pensées qui tournent sans cesse dans ma tête. J'ai des pensées, mais c'est beaucoup plus calme. Et je suis plus concentrée d'ailleurs sur mes jambes, par exemple. Mais mes jambes, elles avancent toutes seules. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de marcher dans cet état d'hypnose un peu, on va dire. Et de marcher seule. Du coup, je pensais juste que je marchais à mon rythme. Mais je voyais bien qu'après, quand je regardais l'heure, je me disais « Waouh, il y a tout ce temps qui est passé, j'ai l'impression que j'ai marché 10 minutes. » Mais cette beauté n'est jamais une sensation définitive. Il y a des matins où tu te réveilles et t'as pas du tout envie de marcher. T'as de la colère ou de la tristesse et tu te dis mais pourquoi je suis là? C'est quoi le sens? C'est quoi le but? Je pourrais être chez moi, tranquille sur mon canapé à me reposer. La différence avec moi, c'est que je n'avais pas de chez moi. Du coup, je pouvais pas dire je rentre chez moi me reposer parce que je savais pas où aller. Il y a des moments où je me sentis vraiment très seule. Je pleurais sur le chemin parce qu'il y a des émotions, des prises de conscience qui montaient. Ça a besoin de sortir et donc ça fait du bien de pleurer, même si sur le moment c'est super difficile. La notion d'aller de l'avant prend corps. Le passé, désormais associé à l'effort, au mouvement, au changement, semble ne plus avoir le même poids que dans la vie sédentaire. On se dit bon, c'est mon passé, je le laisse, maintenant j'avance, je vais voir d'autres choses. Et en fait, au fur et à mesure qu'on marche, il y a les trucs du passé qui reviennent. D'un coup, paf, on marche et hop, on se souvient de cet événement qui nous a bousculé. Et là, ça revient. Et là, ça, c'est aussi assez douloureux parce qu'il y a un matin, tu te lèves, tout va bien, et que paf, tu reprends ce souvenir en pleine tête, et plus rien ne va. Et il faut réussir à l'accepter et à processer ensuite de la manière dont on est capable sur le moment, et à accepter de vivre avec sans qu'il te perturbe, en fait, en les accueillant simplement comme un souvenir, point. Et c'est ce qui se passe aussi dans la vie de tous les jours. C'est juste que sur le chemin, ça se passe en beaucoup plus condensé et plus intense parce qu'il y a cette disponibilité aussi grâce à la marche, parce que tu vas pas être sur ton téléphone, sur les réseaux sociaux ou en train de regarder une série Netflix, tu peux pas. C'est pour ça que c'est tout beaucoup plus intense parce que c'est
Il y avait beaucoup de moments où j'étais dans mes pensées, en train de ruminer, etc. Et à chaque fois, au bout d'un certain nombre de kilomètres, ça dépend, c'était pas toujours pareil, mais quand mon corps était arrivé à un point de fatigue, l'esprit débranche. Et le cerveau arrête de ruminer, parce qu'en fait, je pense qu'il a plus assez d'énergie. Peut-être, il doit se focaliser sur le corps, et donc t'arrêtes de tourner des pensées en boucle. Ce silence que je pensais être un poids, c'est en fait un cadeau. Et ça, je me suis rendu compte grâce au chemin, à la marche, aux rencontres. Et après, avec cette capacité d'écoute, j'ai aussi découvert une capacité de... Peut-être qu'on peut appeler ça de soin à l'autre, mais en fait, c'est simplement dans l'amour. C'est juste écouter l'autre, être là pour l'autre et lui envoyer de l'amour, de la bienveillance. Et en fait, juste dans mon être, dans la façon dont je suis. Et la marche, ça m'aide à revenir dans cet état-là d'amour. Et ce que j'ai découvert, c'est ça, c'est que je suis capable de ressentir cet amour qu'on pourrait appeler inconditionnel, même si parfois c'est difficile à comprendre. C'est pas un amour humain comme on peut ressentir. Je suis amoureuse de cet homme. C'est vraiment un amour immense et de pouvoir le partager à quelqu'un d'autre. Souvent, je le faisais à travers des étreintes. Et à la fin, la personne, elle me disait « Waouh, merci ». Envoyer de l'amour, enfin ressenti l'amour qui s'est propagé, qui a été partagé en fait, parce que l'amour ne se contient pas. De mes croyances, avant de partir, j'avais une vague croyance en l'univers, je l'appelais à cette période-là. Mais c'était quand même assez restreint. Enfin, je me rends compte que c'était quand même assez mis dans une boîte. J'étais fermée aux autres choses autour. Et au fur et à mesure de la marche, j'ai compris que quand on n'est pas seul, en fait, enfin, pour moi en tout cas, c'est pas possible qu'on soit seul parce que j'ai demandé à la vie, à Dieu, peu importe comment on l'appelle, et je recevais, enfin, et des moments où j'allais pas bien et où paf, une personne est arrivée comme par magie ou quelque chose. Tout le temps des petites choses qui s'imbriquent juste parfaitement et en fait ça m'a fait comprendre au fur et à mesure que on ne peut pas être seul, c'est pas possible. Et là, c'est pareil. À ce moment-là, je rentrais aussi dans une espèce d'état d'hypnose parce que justement, quand on marche et qu'on est dans plusieurs jours dehors, on a plus de facilité à... Enfin moi, en tout cas, j'ai plus de facilité à voir le beau partout et j'adore cette sensation, comme tu dis, on voit des oiseaux voler dans le ciel et on les trouve magnifiques, ou juste il y a le soleil qui perce derrière une branche et ça fait un jeu de lumière, ou les personnes qu'on rencontre. Moi j'ai un truc, c'est que j'arrive à trouver tout le monde beau. Et du coup, sur le chemin, c'est génial, on rencontre tout le temps de nouvelles personnes et j'adore regarder ces personnes et voir qu'elles sont belles et être dehors dans la nature, ça me reconnecte à cet état. Parce que parfois, en étant enfermé tout le temps chez soi, etc., j'oublie de voir le beau et c'est pas linéaire. Il y a des moments où je marchais dans des paysages magnifiques et je le voyais pas parce que j'étais pas dans un bon état d'esprit, donc c'était pas beau en fait. Et donc cet émerveillement, déjà il arrive pas comme ça. Tu commences à marcher et paf, t'es émerveillé. Non, moi il me faut plusieurs jours avant de rentrer de re-rentrer dans cet émerveillement, de me reconnecter en fait à ce qui est autour de moi. Et là, c'est l'impression d'être sur ton petit nuage, tout va bien, c'est magnifique, t'es dans l'amour, tu rayonnes. Et de marcher comme ça sur le long cours, ça me reconnecte à toutes ces choses, à ouvrir en fait, ouvrir son cœur, ouvrir sa vision, ouvrir ses sens. Et ça, c'est juste magnifique. Merci pour ton écoute. Si cette histoire t'a plu, je te donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir la suite du chemin qu'a parcouru Lindsay. Dans ce prochain épisode, elle me raconte comment, quelques mois après Compostelle, elle décide de mettre le cap en Turquie. Toujours à pied, mais cette fois-ci sans argent. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas manquer le témoignage des prochains invités. J'écris, j'enregistre et j'assure le montage de chaque interview. Jean-Gabriel Becker compose la bande originale, Guillaume Marical réalise les illustrations et l'animation graphique.
Tu peux aussi découvrir les autres formats des éclaircies, les chroniques, diffusées tous les mardis à 18h sur le compte Instagram Les Éclaircies Médias. Et si tu préfères lire, tu peux me suivre sur Substack et t'abonner à la newsletter. Merci de compter parmi ceux qui pensent le monde par la nature.